75. Good night now. Sundance 518, taxi across runway 24 left, contact ground point 65 when off the 1er février 1991, Aéroport international de Los Angeles, LAX. 246 heading 270, contact Los Angeles departure. Thank you, US Air 1493. You're cleared to land 24 left. Cleared to land 24 left, 1493. Le vol 1493 de US Air met le cap sur la piste 24 gauche à une vitesse de 240 km/h. What the hell? J'ai montré l'avion du doigt en criant « Le vol de US Air s'écrase ». L'appareil était en flammes. Mais l'ampleur de cette tragédie dépassera tout ce que l'on pourrait imaginer. Un Boeing 737 s'embrase en atterrissant sur la piste de l'un des aéroports les plus achalandés du monde. C'était en 1991, au tout début de la guerre du Golfe. Dans la tour de contrôle, la première chose qui nous est venue à l'esprit, c'est qu'une bombe avait explosé dans l'avion. Tandis que les pompiers maîtrisent l'incendie, les secouristes cherchent d'éventuels survivants. Environ 5 minutes après l'écrasement, on a reçu un appel d'un véhicule d'urgence. Au milieu des décombres, une découverte inquiétante oblige tout le monde à revoir en détail les événements des 15 dernières minutes. Le vol 1493 de US Air se dirige vers l'aéroport international de Los Angeles. LAX est une plaque tournante pour les voyageurs internationaux. Just confirm the visual approach for US Air 1493 is 24 left. That's correct, US Air 1493. En prévision de l'atterrissage, le commandant de bord Colin Shaw se charge des communications radio, tandis que son copilote David Kelly pilote l'appareil. L'avion compte 89 passagers. De nombreuses places sont vacantes. Je rentrais d'un voyage d'affaires à Columbus, en Ohio. Après ma réunion, je me suis rendu à l'aéroport de Columbus, où j'ai pris un vol direct pour Los Angeles. Je m'attendais à passer une superbe fin de semaine. US Air 1493. Expedite your descent through 4000 as much as practical, if you would. There will be traffic pass above you on the south side. Le Boeing 737 est tout près de Los Angeles quand le contrôleur d'approche demande aux pilotes d'accélérer leur descente. Ils doivent dégager l'espace car un avion s'apprête à voler au-dessus d'eux. Okay, I'll expedite through 4. US Air 1493. Atterrir à LAX n'est pas de tout repos pour les pilotes. Le trafic est souvent très dense dans l'espace aérien aux abords de l'aéroport. Un avion y atterrit ou y décolle toutes les 50 secondes. Chacune de ces 4 pistes sert à la fois au décollage et aux atterrissages. Des voies de circulation croisent les pistes à des dizaines d'endroits. L'aéroport peut se transformer en dédale de signaux arrêtés-passés pour les pilotes qui suivent les directives des contrôleurs aériens. US Air 1493. Thanks for your help. Contact Los Angeles Tower 133.9. Good night. Good night. Gear down? All right. You gave 3 bells? Yes, I did.
Tout en haut de leur tour de 12 étages, les contrôleurs aériens ont une vue d'ensemble de tout le trafic de l'aéroport. C'était une soirée mouvementée avec beaucoup d'avions. À cette heure-là, il y avait énormément d'atterrissages et de décollages. Ce n'était pas inhabituel. Elliot Brand est le contrôleur responsable des autorisations. La tâche principale du contrôleur responsable des autorisations consiste à transmettre les itinéraires et les plans de vol aux pilotes dès qu'ils apparaissent à l'ordinateur. On imprime une fiche de progression de vol qui fournit l'indicatif d'appel, le type d'appareil et son itinéraire. Je donne l'autorisation au pilote et je remets la fiche qui contient les informations de vol au contrôleur désigné. Brand partage ces informations avec 4 contrôleurs aériens. 2 contrôleurs au sol qui sont responsables des avions qui se déplacent entre les postes de stationnement et les pistes, et 2 contrôleurs d'aéroport qui sont responsables des décollages et des atterrissages. Ce soir-là, la contrôleuse d'aéroport Robin Washer surveille les 2 pistes nord de LAX, 24 gauche et 24 droite. Elle se sert des fiches de progression de vol pour suivre les départs et les arrivées. US Air 23 taxiing to position and hold runway 24 left. Position and hold, 24 left, US Air 23. Push 49740 Echo. 246, you still holding short of 47? 46, affirmative. All right, you're next. SkyWest 569, taxi up and hold short of runway 24 left. Roger, hold short. On 128.75. 2875, good night now. Le vol 1493 de US Air se trouve à 13 km de LAX. Les pilotes se préparent en vue de l'atterrissage. Speed brakes. Still working for a living. All right. Flaps are going 1. Flaps. Les pilotes communiquent avec la tour de contrôle de LAX pour les instructions d'atterrissage. US Air 1493, inside Roman. Wings 5006, ground, tower. Robin Washer ne répond pas à leur message radio. Son attention est concentrée sur d'autres avions. SkyWest 569, taxiing to position, hold runway 24 left. Traffic will cross downfield. Okay, 24 left. Position and hold, SkyWest 569. Wings west 5006, tower. At 2166, connect approach 124.5. 30, green light to 10. Gear. Flaps. Landing clearance remains. À 6 km de LAX, l'avion de US Air n'a toujours pas reçu l'autorisation d'atterrir. Sundance 518, taxi across runway 24 left. Contact ground point 65 when you're off the runway. Good night. Le commandant Shaw contacte la tour pour une deuxième fois. Il a besoin de l'autorisation de Robin Washer pour atterrir. US Air 1493 for the left side. 24 left. 246, heading 270, contact Los Angeles departure. Good night. Mais encore une fois, d'autres avions monopolisent son attention. Out of 1,000 feet. Le vol 1493 est à 1 minute de la piste. C'est ce que les pilotes appellent la courte finale. Si des priorités surviennent, il peut arriver que les pilotes obtiennent l'autorisation d'atterrir en courte finale seulement. Thank you, US Air 1493, you're cleared to land. 24 left. Cleared to land, 24 left, 1493. Okay, call and shake in, Nico. 9740 Echo. Looks real good. You're coming out of 500.
What the hell? Le vol 1493 de US Air a à peine touché le sol quand il s'écrase en flammes à l'aéroport international de Los Angeles. J'ai vu l'avion de US Air se poser et après avoir parcouru un tiers de la piste à la hauteur de la voie de circulation 45, l'appareil était ravagé par les flammes. Le superviseur s'est précipité sur le téléphone pour prévenir les secours d'urgence. À bord de l'appareil, les passagers sont terrorisés. J'avais l'impression que l'avion craquait de partout. Et je voyais une pluie d'étincelles par le hublot. Good God. Rosa Reynoso est une agente en civil au service de la police aéroportuaire. On se trouvait à 500 mètres de là, mon partenaire et moi, lorsqu'on a vu l'avion en feu. Alert 33, runway 24 out. Affirmative, alert 33. Les premières minutes ont été terrifiantes. C'était le chaos. Je me souviens m'être dit, mon Dieu, envoyez-nous de l'aide. Des pompiers, des policiers, n'importe qui, parce que c'est très grave. Dans la tour, on ne perd pas de temps à se demander ce qui a pu se passer. D'autres avions se préparent à atterrir et les contrôleurs doivent veiller à leur sécurité. Wings west 5212, winds 240 at 8. You are cleared to land. Runway 24 right. Use caution. We just had an aircraft go off the runway in flames. Une fumée toxique envahit la cabine du vol 1493. Des passagers se ruent vers une porte à l'arrière de l'avion. J'ai réussi à longer 7 ou 8 rangées vers l'arrière quand tout à coup, je me suis heurté à un tas de gens coincés dans l'allée. Ça n'avançait plus. Je me suis dit qu'il y avait certainement une ouverture à l'avant de l'avion pour que toute cette fumée se propage aussi rapidement dans la cabine. Je me suis dirigé tant bien que mal vers le poste de pilotage. Et j'ai vu les flammes des deux côtés de l'avion. C'est là que je me suis dit, « Seigneur David, tu ne sortiras jamais de cet avion. Tu es coincé ici. » Certains ont réussi à s'échapper et sont maintenant à l'extérieur. Rosa Reynoso est la première intervenante d'urgence à arriver sur les lieux. Le feu était très intense. C'était extrêmement chaud. Ça nous brûlait presque la peau. Elle n'a pas une minute à perdre pour aider les survivants à s'éloigner de l'appareil en flammes. Les passagers essayaient de fuir l'avion par les sorties de secours, mais les portes étaient en feu. Certaines personnes ont même sauté de l'avion à travers les flammes. Les renforts arrivent quelques minutes plus tard. Des gens étaient gravement brûlés, d'autres s'étaient écorchés ou coupés. Certains avaient une jambe cassée. C'était traumatisant. On ne pense plus qu'à agir en se disant qu'il faut tout faire pour essayer de sauver des vies. David Koch est toujours prisonnier de l'appareil. Tout à coup, j'ai vu un rayon de lumière. C'était un miracle. J'ai poussé de toutes mes forces et je me suis rendu compte que j'avais ouvert la porte de service office. Mais il n'est pas sain et sauf pour autant. Il ne parvient même pas à distinguer la terre ferme à travers les flammes et la fumée. Je me suis dit, tant pis, je saute. J'ai atterri sur le sol. Puis je me suis éloigné de l'avion à 4 pattes.
Je me sentais terriblement coupable. Pourquoi n'étais-je pas retourné dans la cabine pour dire aux autres de me suivre? Si j'avais fait demi-tour, j'aurais probablement perdu connaissance. Et je serais mort là, par terre. C'est ce qui m'a permis d'accepter le fait d'avoir fui sans prévenir les autres. Tandis que les recherches pour trouver des survivants se poursuivent, les pompiers font une découverte troublante. This is Rescue 1. We've got a propeller down here in the wreckage. La découverte d'une hélice a d'horribles implications. There's 2 planes down here. On a examiné les fiches de progression de vol des avions déjà décollés, de ceux en attente. On a appelé au contrôle des départs pour demander aux contrôleurs radar avec quels appareils ils avaient communiqué au cours des 5 ou 6 dernières minutes. What about SkyWest 5569? No, we haven't heard from them. SkyWest 569, taxiing to position hold, runway 24 left. Okay, 24 left, position. And hold, SkyWest 569. Tous les appareils sont localisés, hormis le vol 5569 de SkyWest, un Fairchild Metroliner en partance pour Palmdale, en Californie. Le personnel d'urgence trouve les pièces du petit avion disséminées sur la piste 24 gauche. Il y avait 12 occupants à bord de l'appareil. Aucun n'a survécu. Ce qui reste de l'avion est coincé entre le vol 1493 de US Air et une bâtisse désaffectée en bordure de la piste. Je me suis tout de suite dit, mon Dieu, il y a des gens là-dessous et on ne s'en doutait même pas. Il y a davantage de victimes dans le plus gros avion. 20 personnes ont péri et 2 autres mourront des suites de leurs blessures. Le copilote Kelly a survécu, mais le commandant Shaw n'a pas eu la même chance. La catastrophe met LAX sur la sellette. America's runways, according to the nation's pilots, the most dangerous part of the flight. Au cours des mois et des années précédant la tragédie, le trafic toujours croissant posait un problème de sécurité à l'aéroport international de Los Angeles. The most close calls, Los Angeles International Airport. 33 near collisions over the last 4 years. That's 1 every month and a half. Cet accident confirme qu'il y a bel et bien un problème de sécurité. Le Conseil national de la sécurité des transports, le NTSB, dépêche son équipe d'intervention rapide à LAX pour faire enquête. C'était une vision d'horreur. La partie avant de l'avion s'était empalée sur la bâtisse du côté du commandant. En examinant plus attentivement, on pouvait voir des pièces d'un autre appareil en dessous. Les enquêteurs constatent que les 2 avions sont entrés en collision à une intersection sur la piste 24 gauche. L'accident s'est produit parce que les 2 avions se sont retrouvés en même temps sur la piste. En fait, la piste n'était pas libre. Ça ne devrait jamais arriver quand une autorisation d'atterrir est accordée. Réduire le nombre de collisions sur les pistes est une priorité pour les enquêteurs du NTSB. Les incursions sur piste font partie du programme d'amélioration du Conseil national de la sécurité des transports depuis 1990. C'est une préoccupation majeure pour l'ensemble de l'industrie. On parle d'incursion sur piste quand on est en présence d'un objet non autorisé sur une piste destiné au décollage et aux atterrissages. Certaines des pires tragédies aériennes de l'histoire se sont produites sur les pistes. En mars 1977, sur l'île de Tenerife, 583 personnes ont péri quand 2 Boeing 747 sont entrés en collision sur la piste. En janvier 1990, un Beechcraft King Air 100 a été embouti par un Boeing 727 qui atterrissait à Atlanta.
Plus tard, cette année-là, à Détroit, un autre Boeing 727 a heurté de plein fouet un DC-9 transportant 44 passagers. Les incursions sur piste se produisent en raison de certaines défaillances dans le système actuel. Sur les lieux de l'accident, les enquêteurs du NTSB se hâtent de recueillir les preuves afin de dégager les débris de la piste le plus rapidement possible. Ce n'est qu'à ce moment-là que LAX pourra reprendre toutes ses opérations. L'enquête vise à identifier la cause de l'accident, bien sûr, mais on veut également comprendre pourquoi un si grand nombre de passagers ont péri, prisonniers de la carlingue en flammes. On ne savait pas vraiment ce qui s'était passé, mais on a appris qu'il y avait eu des altercations entre les passagers qui s'étaient bousculés pour atteindre la sortie. Pour ajouter à la confusion, l'une des portes de secours est à l'intérieur de l'avion, bloquant ainsi partiellement l'évacuation. Selon les consignes de sécurité, il faut pousser cette porte à l'extérieur, ce qui n'a pas été fait. La sortie de secours au-dessus de l'aile droite était donc partiellement obstruée par ce gros panneau d'accès. Le NTSB en arrive à la conclusion que le nombre réduit de sorties de secours a nui à l'évacuation et a coûté la vie à plusieurs passagers. Coincés à l'intérieur de la cabine envahie par la fumée toxique, ils ont perdu connaissance. Les enquêteurs se partagent la tâche. Certains procèdent à l'analyse des décombres, tandis que d'autres se concentrent sur le contrôle de la circulation aérienne. On se penche d'abord et avant tout sur les communications. Ensuite, on vérifie les procédures en vigueur et leur mise en application. Est-ce que les directives ont été rigoureusement suivies? Dans l'espoir d'en apprendre davantage, les enquêteurs saisissent les enregistrements des conversations entre les contrôleurs et les avions. Et ils se demandent quelles instructions ont reçues les pilotes peu avant la catastrophe. Ils veulent également connaître les derniers échanges des équipages au cours de ces secondes cruciales. Les pilotes ont-ils respecté les consignes? L'enregistreur de conversation dans le poste de pilotage devrait éclairer les enquêteurs à ce sujet. Mais Bob McIntosh reçoit de mauvaises nouvelles concernant le Metroliner de SkyWest. No voice recorder. Great. En examinant l'équipement électronique de bord du vol 569 de SkyWest, on a constaté qu'il n'y avait pas d'enregistreur de conversation. On était très déçus. Au moment de l'accident, les avions de transport régional n'étaient pas tenus d'avoir un enregistreur de conversation dans le poste de pilotage. Voilà qui signifie que les seules conversations du SkyWest dont disposent les enquêteurs sont ces communications avec la tour de contrôle. Le copilote et le pilote ont certainement échangé des commentaires en écoutant les instructions des contrôleurs aériens qui leur parvenaient dans le poste de pilotage. On était conscient d'avoir perdu des données précieuses. À l'aide des bandes sonores de la tour de contrôle et d'un seul enregistreur de conversation, les enquêteurs tenteront de savoir lequel des deux avions avait reçu l'autorisation d'utiliser la piste 24 gauche. La réponse dressera un constat alarmant sur la sécurité des passagers à LAX. L'enquête sur la collision meurtrière survenue sur une piste de LAX s'oriente sur les communications entre la contrôleuse Robin Washer et les deux avions accidentés. Les enquêteurs se concentrent d'abord sur le petit appareil. Quelques minutes avant l'accident, les pilotes du Metroliner attendaient l'autorisation de décoller. SkyWest 569, taxi into position and hold runway 24 left. Traffic will be crossing downfield. Les bandes audio nous servent à visualiser où se trouve l'avion sur la piste, exactement comme le ferait un contrôleur.
Les pilotes du Metroliner de SkyWest se sont alignés sur la piste et se sont arrêtés à l'intersection 45. Ils devaient attendre qu'un autre avion traverse la piste devant eux. Okay, 2-4 left, position and hold. SkyWest 569. Okay. Stop her right there. En écoutant les bandes audio de la tour de contrôle, les enquêteurs concluent que les pilotes du Metroliner ont respecté les consignes. All right, let's keep going. Ils écoutent maintenant les communications entre Robin Washer et les pilotes de US Air. US Air 1493 for the left side, 2-4 left. Thank you, US Air 1493. You're cleared to land 2-4 left. Le vol 1493 de US Air a reçu l'autorisation d'atterrir pendant que le vol 569 de SkyWest attendait sur la même piste. Cleared to land, 2-4 left. 1493. SkyWest 569, right at intersection 45. How long's it been there? 1 minute, 7 seconds. Les enregistrements de la tour de contrôle révèlent que Robin Washer a donné l'autorisation aux deux avions d'emprunter la piste 24 gauche au même moment. 2-4 left, contact ground, 0.65 when you are. What the hell? En écoutant les communications radio, on a essayé de se mettre à la place de la contrôleuse. Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a entendu? Qu'est-ce qu'elle a fait? Les enquêteurs veulent savoir ce que faisait Robin Washer au moment de l'accident. Ils s'intéressent aux autres vols qui se trouvaient sous sa responsabilité. Wings West 5006, taxi across runway 24 left. Ils apprennent que peu avant la collision, Robin Washer a commencé à perdre la trace de certains de ses vols. Is that for Philippine 102? No, sir, hold short. Wings West 5006, taxi across runway 24 left. Le vol 5006 de Wings West, qui se trouvait du côté nord de la piste 24 gauche, attendait pour traverser du côté sud. Wings West 5006, ground, tower. Mais quand elle lui a donné l'autorisation de traverser, l'équipage n'a pas répondu. Robin Washer a passé près d'1 minute entière à tenter de rétablir le contact radio avec l'avion qui devait traverser la piste. Can I hear the rest of that exchange? Wings West 5006, on frequency again. Change radio. Sorry about that. Ils l'ont prévenu qu'ils avaient changé de fréquence radio par inadvertance. 5006, you're back with me. Yeah, we didn't mean to switch radios. We're on now. Cet incident a déconcentré la contrôleuse. Okay, I thought I lost you. Sorry, we thought we lost you. We apologize. Not a problem. Mais les enquêteurs découvrent que cet avion n'était pas le seul à déconcentrer Robin Washer peu avant la catastrophe. Tower Wings West 5072 is ready for takeoff. Wings West 5072? Le vol 1493 de US Air est à moins d'1 minute de toucher la piste quand Robin Washer reçoit le message radio d'un autre avion de Wings West, le vol 5072. On a bien senti qu'elle ne savait pas de quel avion il s'agissait quand le vol 5072 de Wings West lui a demandé l'autorisation de décoller. Wings West 5072, are you at 47 or full length? We're at full length. Okay, hold short. Roger, holding short. Les enquêteurs veulent entendre la version des faits de la contrôleuse. I couldn't find the flight progress strip. Ils se demandent pourquoi elle n'a pas reconnu cet avion qui était pourtant sous sa responsabilité. I couldn't find the strip, so I asked my supervisor to help me. Francina?
I need a strip for Wings West 5072. Elle explique que pendant que les pilotes du Metroliner attendaient sur la piste, elle cherchait la fiche de progression de vol d'un autre avion. Avant qu'elle puisse reprendre ses esprits, le vol 1493 de US Air a embouti l'arrière du Metroliner. What the hell? Les enquêteurs du NTSB savent maintenant qu'une erreur humaine a joué un rôle majeur dans la terrible collision de LAX. Étrangement, quand elle a autorisé l'atterrissage du vol de US Air, Robin Washer a tout simplement oublié la présence du Metroliner en attente sur la piste. C'est le cauchemar de tout contrôleur aérien. On est formé tout au long de notre carrière pour éviter que ça arrive. Et quand ça se produit, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on ressent. Mais c'est le genre de choses, le genre de situation qui peut arriver à n'importe qui. L'erreur est humaine. Après l'accident, Robin Washer a démissionné de son poste à LAX et n'a plus jamais exercé le métier de contrôleuse aérienne. Mais les enquêteurs vont bientôt découvrir que cette erreur humaine n'est pas la seule responsable de la tragédie. Même si les enquêteurs ont conclu que l'erreur d'une contrôleuse aérienne avait causé la collision fatale de LAX, ils ont encore du pain sur la planche. Quand on mène une enquête, il est facile de faire porter le blâme à une seule personne. Mais le plus important, c'est de se demander ce qui est arrivé et ce qu'on peut faire pour éviter que ça se reproduise. Les réponses à ces questions commencent à surgir quand le NTSB s'intéresse de plus près à la routine de la tour de contrôle durant les semaines précédant l'accident. C'est le genre de problème qu'on ignore et qui nous explose à la figure. Ils apprennent qu'une autre catastrophe a été évitée de justesse 7 mois avant la collision fatale. Un DC-10 qui atterrissait a bien failli heurter un Airbus qui attendait l'autorisation de décoller sur la piste. L'aéroport de Los Angeles avait la réputation d'être le plus dangereux au pays en matière d'incursion sur piste. Il était grand temps que ça change. Les contrôleurs de LAX présentent des documents qui prouvent qu'immédiatement après la catastrophe évitée, ils ont prévenu les dirigeants du manque de personnel dans la tour. Ils ont également expliqué que les zones à proximité des pistes du côté nord étaient invisibles pour les contrôleurs en raison de la présence d'un lampadaire. La contrôleuse aérienne avait une vision obstruée de la piste. Le lampadaire qui servait à éclairer l'aire de trafic de l'aéroport projetait une lumière éblouissante. Robin Washer n'a peut-être pas vu le Metroliner de SkyWest qui attendait sur la piste. Les enquêteurs s'intéressent aux autres outils qui lui auraient permis de détecter l'avion. Le radar de surface est généralement utile lorsque la visibilité est réduite. C'est un outil qui permet au contrôleur de confirmer visuellement sur un indicateur panoramique si un avion se trouve bel et bien à l'endroit annoncé. Le radar au sol recense tous les avions et véhicules de piste qui se déplacent sur l'aire de trafic. Mais le soir de l'accident, ce dispositif était défectueux. You're holding short, is that correct, sir? Yes, ma'am, we're holding short. Il fonctionnait de façon intermittente. C'était un vrai casse-tête pour les responsables. Le système n'était pas fiable. On a porté plainte pour que des correctifs soient apportés et que le dispositif soit perfectionné le plus rapidement possible. Les enquêteurs apprennent que seulement 4 jours avant l'accident, les dirigeants de LAX ont demandé à l'autorité fédérale responsable de l'aviation civile, la FAA, d'accorder la priorité au dossier du radar au sol.
On a découvert que l'aéroport de Los Angeles devait recevoir un nouveau système en 1988. Mais l'échéance n'avait pas été respectée. Et de plus, ils ne connaissaient toujours pas la date de livraison du système de radar. Avec un radar au sol hors service et une vision de la piste réduite par une lumière éblouissante, Robin Washer avait bien peu de chances de déceler son erreur à temps. Les enquêteurs s'intéressent maintenant au poste de pilotage du vol de US Air et se demandent pourquoi les pilotes n'ont pas vu le Metroliner sur la piste et n'ont pas interrompu leur atterrissage. Tous les pilotes sont d'accord pour dire que c'est notre travail d'examiner attentivement la piste pour vérifier qu'elle est bel et bien dégagée avant d'atterrir. Comme tous les avions, le Metroliner est muni de lumière pour être visible dans l'obscurité. Il a des feux à éclat à l'extrémité des ailes et sur la queue, des feux de position sur les ailes et un feu anti-collision au sommet du plan fixe vertical. L'éclairage du SkyWest nous préoccupait. En vérifiant dans le manuel d'exploitation, on a appris que la procédure de cette compagnie consistait à allumer les feux à éclat seulement après avoir obtenu l'autorisation de décoller. So no other lights were required? Okay, thank you. Le Metroliner n'était pas encore autorisé à décoller. Les seules lumières qui étaient allumées pendant son attente étaient les feux de position sur les ailes et la queue et le feu anti-collision sur la queue. Les enquêteurs du NTSB montent à bord d'un hélicoptère pour tenter de reconstituer la procédure d'approche sur la piste 24 des pilotes de US Air. On a reproduit leur approche finale pour vérifier ce qu'on soupçonnait déjà, c'est-à-dire que le Metroliner n'était pas visible. Il place un Metroliner sur la piste à l'endroit précis de la collision. Effectivement, on ne voyait pas l'avion stationné aux intersections 45 et 47. On ne pouvait pas le voir. Looks real good. L'enquête conclut que les lumières du Metroliner se confondaient avec les feux de piste étant de la même couleur et de la même intensité. L'avion était tout simplement invisible pour les pilotes du vol 1493 de US Air. You're coming out of 500. Le feu anti-collision passait inaperçu au milieu de cette profusion de lumière. Dans le rapport déposé par le Conseil national de la sécurité des transports, on conclut que l'erreur de la contrôleuse est une cause de la collision sur la piste. Notre travail consiste à découvrir pour quelles raisons un accident s'est produit. On peut appeler ça les causes ou les facteurs contributifs, mais on considère qu'on a fait notre boulot quand on a réussi à prévenir un éventuel accident. Mais prévenir les accidents sur les pistes de LAX s'avère beaucoup plus difficile que ne l'auraient cru les enquêteurs. La collision entre le vol 1493 de US Air et le Metroliner de SkyWest inquiète la population. La catastrophe semble prouver que les contrôleurs n'arrivent pas à gérer de façon sécuritaire le trafic en constante augmentation à l'aéroport international de Los Angeles. L'enquête du NTSB conclut que l'une des causes de l'accident est la confusion de la contrôleuse Robin Washer quant à la position des avions sous sa responsabilité ce soir-là. Mais le rapport dénonce également la déficience du système de contrôle aérien de LAX. Au cours des mois et des années qui ont suivi la tragédie, des améliorations ont été apportées aux installations de contrôle aérien pour renforcer la sécurité de l'aéroport. Le radar au sol défectueux a enfin été remplacé par un modèle plus récent.
Aujourd'hui, la tour de contrôle de Los Angeles dispose du système le plus moderne qui soit. Chaque arrivée et chaque départ ont un indicatif d'appel associé à un modèle d'avion. À tout moment, la position de chacun des avions est connue. De nouveaux règlements encadrent la façon dont les fiches de progression de vol sont manipulées dans la tour de contrôle. Les contrôleurs au sol vérifient désormais les fiches avant qu'elles se rendent au contrôleur aérien responsable du vol. Ces paires d'yeux supplémentaires allègent la charge de travail du contrôleur d'aéroport. 5 ans après l'accident, une nouvelle tour de contrôle est construite à LAX. Elle a 16 étages de plus que l'ancienne et elle est 3 fois plus large, offrant ainsi aux contrôleurs un horizon clair et dégagé. De nouveaux règlements concernant l'éclairage des avions sont également imposés. Désormais, les pilotes ont l'obligation d'allumer tous leurs feux avant de se déplacer sur une piste. Mais malgré ces améliorations, le nombre d'incursions sur piste ne cesse d'augmenter à LAX. Pendant les années 90 et même 2000, LAX figurait certainement parmi les pires aéroports quant au nombre d'incursions sur piste. Les incidents étaient monnaie courante. Encore 10 ans après la collision fatale, les graves incursions sur piste étaient plus fréquentes à LAX que dans n'importe quel autre aéroport des États-Unis. Leur nombre d'incursions sur piste atteignait les 2 chiffres presque chaque année. Et là-dessus, il y avait toujours des incidents graves. En 2007, on y a recensé 21 incursions sur piste. Dans l'espoir de régler le problème une fois pour toutes, l'autorité fédérale responsable de l'aviation civile a commencé à travailler sur un nouveau système de feux de piste pour garder les avions à l'écart les uns des autres. Le système de témoins lumineux des feux de piste est composé d'une série de feux qu'on installe sur les voies de circulation. On l'installe également sur la piste elle-même. Ce système entièrement automatique est formé d'une série de feux rouges fixés sur les pistes et les voies de circulation. Ils préviennent les pilotes de la présence de circulation incompatible. Si les témoins lumineux s'illuminent en rouge, les pilotes ou les conducteurs de n'importe quel véhicule savent qu'il est dangereux de traverser ou d'emprunter cette piste. Ils s'illuminent quand un avion atterrit ou décolle, ou s'il y a un quelconque trafic sur la piste. Le système de témoins lumineux des feux de piste est l'un des systèmes les plus efficaces dont nous disposons pour prévenir les incursions sur piste. Cette technologie a été implantée à l'aéroport international de Los Angeles en avril 2009. Des prototypes du système sont également en place à Dallas-Fort Worth et à San Diego. D'ici 2011, des dizaines d'aéroports à travers les États-Unis pourront compter sur le système de témoins lumineux des feux de piste. L'équipement de la tour de contrôle de Los Angeles est beaucoup plus sécuritaire aujourd'hui qu'il ne l'était en 1991. Il a été perfectionné, il est beaucoup plus fiable et les contrôleurs ont les outils nécessaires pour s'assurer que les pistes sont dégagées et que les avions peuvent se déplacer en toute sécurité. Même si les innovations technologiques ne peuvent jamais garantir une sécurité à toute épreuve, ces améliorations ont permis de rétablir la confiance des voyageurs envers LAX, même parmi ceux qui ont survécu à la tragédie du vol 1493. J'ai passé quelques jours aux soins intensifs et une fois sorti de l'hôpital, j'ai fait des cauchemars pendant un bon moment. Mais tout va bien maintenant. Mes craintes ont complètement disparu. Je n'hésite jamais à prendre l'avion. Je fais entièrement confiance au système aérien. Miami Beach, en Floride. Le soleil, la plage et la mer turquoise. Mais quand un touriste braque sa caméra vers le ciel,
C'est une scène d'horreur qui se déroule sous ses yeux. Un avion s'abîme en mer. J'ai tout de suite compris que c'était un avion de la compagnie Chalks qui s'écrasait. Il s'agit du vol 101 de Chalks Ocean Airways, qui était en route pour les Bahamas. Était-ce une collision avec un objet, un incendie ou même un acte criminel? Let's notify the FBI. La précieuse vidéo pourrait bien fournir l'explication. Can you enhance that for me? Une compagnie aérienne réputée pour sa sécurité a commis une erreur fatale. Mais les enquêteurs mettront des centaines d'heures à la déceler. Bingo. Le port de Miami, 19 décembre 2005. De gigantesques cargos et navires de croisière font toujours partie du décor. Mais un autre appareil, beaucoup plus petit celui-là, fréquente assidûment le port. Les hydravions de Chalks Ocean Airways décollent et atterrissent sur cette voie navigable achalandée. Aujourd'hui, le vol 101 de Fort Lauderdale fait une brève escale à Miami avant de poursuivre sa route à destination des Bahamas. Feather propellers? Check. Shut down engine number 1. Shutting down engine number 1. La compagnie dessert 2 destinations aux Bahamas. Bimini, où le vol 101 doit se poser cet après-midi, et Paradise Island. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're just making a short stopover here in Miami to pick up a couple passengers. We apologize for the delay. We'll be on our way again soon. Welcome aboard. I see your boarding passes. Certainly. Sergio d'Anguilcourt est cadre supérieur chez Bacardi. En fait, il est l'arrière-arrière-petit-fils du fondateur de la compagnie. La famille est bien connue au sein de la communauté cubaine de Miami pour son opposition au régime de Castro. Il se rend aux Bahamas en compagnie de sa femme pour acheter un yacht. Passengers settled in? We're all set. Good afternoon, folks. We'd like to welcome you aboard Chalks Ocean Airways Flight 101 to Bimini. Our travel time to Bimini will be 25 minutes. Hope you enjoy the flight. Let's have the startup checklist, please. Roger. Michelle Marks est aux commandes du vol 101. Elle a été promue commandante de bord plus tôt cette année. Le copilote Paul DeSanctis travaille pour la compagnie depuis 8 mois. Starter on. Starter on. C'est son premier vol avec la commandante Marks. All clear to taxi? All clear. Le Grumman Mallard est un biturbopropulseur. Il a une coque en V et des flotteurs sous les ailes. Il peut transporter jusqu'à 17 passagers. Avec son train d'atterrissage escamotable, l'appareil peut se déplacer aussi bien sur la terre ferme que sur l'eau. Gear coming up. Le décollage d'un Mallard est très agréable ou très exigeant, selon les conditions météo. Weight and balance check. We're good. Il n'y a pas de tour de contrôle à l'hydrobase de Miami. L'équipage doit surveiller lui-même le trafic maritime en circulant dans l'un des ports les plus achalandés du monde. Décoller du chenal maritime de Miami équivaut à essayer de décoller durant l'heure de pointe sur les routes. Il y a des bateaux, des vagues, du vent et des avions. Personne ne va à la même vitesse et il faut réussir à naviguer et à s'envoler dans la cohue. Ce n'est pas de tout repos. Le vol 101 va s'envoler de X-44, une hydrobase située près d'un canal qu'on appelle Government Cut.
Prepare for takeoff. Roger. Ready to take off. Les deux pilotes mettent leurs mains sur la manette des gaz. La manœuvre vise à empêcher le commandant de tirer la manette vers l'arrière par inadvertance si l'avion frappe une vague. 45 knots. 50 knots. Voici le moment favori de la plupart des passagers, le décollage. Moitié hors-bord, moitié avion, la sensation est grisante. 75 knots. 80 knots. Pour les pilotes, l'accélération à travers les vagues est souvent l'étape la plus difficile du vol. Cet avion est difficile à piloter au moment où il passe sur le redent, avant de quitter la surface de l'eau pour s'envoler. Sur une mer agitée avec de grosses vagues, c'est un défi de taille. Mais le décollage se passe en douceur. Le vol 101 n'a plus rien d'un bateau. Il s'agit bel et bien d'un avion en route pour Bimini. Il est 14h38. Il survole South Beach, le paradis des vacanciers et des surfeurs. Après moins d'une minute de vol, le Grumman Mallard a atteint une altitude de 150 mètres, bien au-dessous des nuages. Quand tout à coup... l'avion effectue un virage brusque avant de plonger vers la mer. Les pilotes ont à peine le temps de se rendre compte de ce qui se passe. Leurs efforts sont vains. Par hasard, un touriste new-yorkais filme les derniers moments du vol 101 avec sa caméra. 60 secondes après le décollage, l'avion s'abîme en mer. Lucas Bocanegra est sauveteur sur la plage de South Beach près du couloir de navigation de Chalk's Ocean Airways. J'ai tout de suite compris que c'était un avion de la compagnie Chalk's qui s'écrasait. We have a code 4. Repeat, code 4. A plane down in the water. This is Lucas. We're launching the jet ski. Les deux sauveteurs sont les premiers à tenter de porter secours aux occupants de l'avion. On s'est précipité vers le lieu de l'écrasement. Les idées se bousculaient dans ma tête. J'étais nerveux et effrayé. Et l'adrénaline montait. Je voulais sauver le plus de gens possible, mais d'un autre côté, je n'avais pas reçu de formation pour ce genre de situation. En arrivant dans le canal Government Cut en motomarine, on a constaté que c'était très calme, très paisible, contrairement à l'océan qui était très agité. Il n'y avait pas de vagues dans le canal, ça donnait la chair de poule. Peu à peu, des débris ont commencé à remonter à la surface. On a vu des sièges, des bagages, et tout à coup, on a aperçu un corps dans l'eau. On a installé le corps sur la motomarine, et en voyant ses blessures, on a compris qu'il n'y avait plus rien à faire. À partir de ce moment-là, on a essayé de retrouver le plus de corps possible pour les ramener à leur famille. Les journalistes envahissent la plage. Chalk's Flight 101 plummeted into the channel in full view of tourists lining Miami Beach. Even a fraction of a second, the whole plane was engulfed in flames. Black smoke and then an explosion. Pure fire in the sky. It was so surreal, we couldn't believe that we actually witnessed that.
Chopper 4 over the wreckage as Miami Beach Coast Guard look for any survivors. Mais toute tentative de sauvetage est vaine. We retrieved some of the bodies, but we were unable to find anyone that had survived. Les 20 occupants de l'avion ont perdu la vie, dont les pilotes Paul DeSantis et Michelle Marks. La population de Bimini est ébranlée par la terrible nouvelle. C'était très triste. J'ai perdu des amis dans l'écrasement. On ne s'attend jamais à ce qu'un accident comme celui-là se produise. Je l'ai vu à la télévision. C'était très, très triste. Quelques heures plus tard, les enquêteurs arrivent sur le lieu de l'écrasement, où 19 corps ont été repêchés. Un seul manque toujours à l'appel. Je connaissais très bien la compagnie Chalks Airways. Je suis pilote d'hydravion moi-même et il ne faut pas oublier la réputation de Chalks Airways, qui était la plus vieille compagnie d'hydravion encore en service à l'époque. L'histoire de Chalks est intéressante. La compagnie aérienne a été fondée en 1917. À l'époque de la Prohibition, de notoires contrebandiers d'alcool figuraient sur la liste des passagers, tout comme le feront les vedettes d'Hollywood des années plus tard. Les avions de Chalks ont même surveillé les sous-marins allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. La richesse de son passé avec ses célèbres passagers donnait envie de voler avec Chalks. C'était stimulant d'y travailler. L'hydravion à coque Grumman Mallard, qui s'est écrasé, avait été construit en 1947. Chalks Ocean Airways est la seule compagnie qui transporte des passagers dans le Mallard. Les équipes de sauvetage retrouvent la boîte noire de l'avion. Les enquêteurs l'envoient au NTSB à Washington. Elle promet de révéler de précieux renseignements quant aux faits et gestes des pilotes dans les secondes précédant la tragédie survenue en plein ciel. Dans toute enquête, on espère ardemment retrouver les enregistreurs de données de vol et de conversations de poste de pilotage. Plus on a de données, mieux c'est. On y apprend toujours quelque chose. Mais Bill English est conscient qu'il n'obtiendra pas toutes les données souhaitées. OK, thanks. Le seul enregistreur à bord du Mallard est un enregistreur de conversation de poste de pilotage, ou CVR. La plupart des avions disposent de 2 enregistreurs de bord. Le premier est un enregistreur de données de vol qui recueille différents paramètres selon le modèle de l'avion, comme l'altitude, la vitesse aérodynamique, les positions de commande, etc. Il n'y avait pas d'enregistreur de données de vol à bord de l'avion de Chalks, mais il y avait un enregistreur de conversation de poste de pilotage. L'absence de ces données de vol cause une vive déception chez les enquêteurs, mais contre toute attente, la couverture des médias leur procure un élément de preuve inestimable. Authorities revealed that the final seconds of Flight 101 were captured on amateur video. The dramatic footage was shot by a tourist on South Beach. Let's get a copy of that video. Okay, let's see it. On n'y voit que les dernières secondes de l'écrasement, mais elle confirme les récits des témoins. Une aile s'est détachée de l'avion en plein ciel. Can you enhance that for me? La vidéo montrait l'aile juste après qu'elle se soit détachée. On voyait la partie principale du fuselage plonger dans l'autre direction, et ensuite les flammes et la fumée. C'était très surprenant comme accident. C'était une journée magnifique. La mer était calme au décollage. Et tout à coup, l'aile s'est détachée de l'avion. Quelle horreur! Malheureusement, la vidéo n'explique pas la cause de la rupture de l'aile. La réponse à cette question se trouve peut-être sur le lieu de l'écrasement, où les équipes de sauvetage s'affairent à repêcher les débris du vol 101. L'aile droite du vol 101 de Chalks Ocean Airways est repêchée non loin du reste de l'avion. Elle est pratiquement intacte.
De nos jours, il est extrêmement rare qu'une aile se détache d'un avion. Depuis 20 ou 30 ans, les accidents du genre se comptent sur les doigts de la main. À Washington, un autre examen est en cours. Au laboratoire du NTSB, les techniciens analysent les bandes audio de l'enregistreur de conversation de poste de pilotage du Mallard. L'enregistreur de conversation de poste de pilotage, ou CVR, enregistre les propos échangés par les pilotes entre eux et avec la tour de contrôle. Mais les enregistrements sont inaudibles. Les techniciens ne parviennent pas à extraire d'informations utiles. Comme un bon vieux magnétophone, la tête d'effacement n'avait pas effacé les vieux enregistrements. Chacun des vols était enregistré par-dessus le précédent. Et on n'entendait que des grésillements. Il n'y avait rien à en tirer. Voilà un autre revers. Les enquêteurs ont de moins en moins d'outils à leur disposition. Bill English avance l'hypothèse voulant que des turbulences d'une rare violence aient provoqué le détachement de l'aile de l'avion. Mais ça ne concorde pas avec les conditions météorologiques qui prévalaient le jour de la tragédie. Aucune tempête ne pouvait avoir causé d'aussi fortes turbulences. De toute évidence, il faut chercher une autre cause à l'écrasement de l'avion. Une autre possibilité est envisagée. Le Mallard aurait-il heurté quelque chose dans l'eau avant de prendre son envol? Les hydravions ne décollent pas d'une piste ordinaire. Ils circulent d'abord dans l'eau, où des morceaux de bois ou d'autres débris peuvent causer des dommages structurels à l'appareil. Mais avant de vérifier cette hypothèse, les enquêteurs se penchent sur un autre indice troublant. Il s'agit d'une mise en garde urgente émise par l'autorité fédérale responsable de l'aviation civile, ou la FAA. En raison d'une pièce défectueuse, les hélices du Mallard peuvent se détacher en plein vol. Si des pales se détachent ou que l'on perd une partie de l'hélice, ça risque de causer un gros effort structural sur l'avion. Bill English a enfin une piste sérieuse, mais son équipe n'a toujours pas les preuves nécessaires pour étayer ses allégations. The entire island is devastated by the loss of life as investigators searching for answers wait for more wreckage to be pulled from the sea. Au poste de commandement du NTSB à Miami, on tente d'identifier les différents fragments de l'appareil et les autres débris de l'écrasement. Les hélices sont soumises à un examen minutieux dans l'espoir de confirmer les soupçons soulevés par la mise en garde de la FAA. Mais une fois de plus, c'est l'impasse. On a conclu que toutes les pales étaient solidement fixées et que la courbure qu'elles présentaient correspondait à celle attendue quand les pales entrent en contact avec l'eau. Encore une fois, les enquêteurs sont de retour à la case départ. Les enquêteurs se concentrent maintenant sur la fameuse aile. Ils ont remarqué qu'elle était maculée de suie à certains endroits. Voilà la preuve qu'un feu s'est propagé rapidement. Il fallait trouver le facteur responsable de la rupture de l'aile. Était-ce une collision avec un objet, un incendie ou même un acte criminel? Les traces de brûlure soulèvent une terrible hypothèse, celle d'une explosion causée par une bombe. Le NTSB n'a pas l'expertise et l'autorité requise pour mener ce type d'enquête. Let's notify the FBI. Le FBI collabore à plusieurs de nos enquêtes. Leurs experts nous aident à confirmer ou infirmer le terrorisme ou l'acte criminel comme cause d'un écrasement.
S'il s'agit bien d'une bombe, la cible était certainement l'un des 18 passagers. Thanks for coming in. We're going to need your help on this. So I got a list here. Un nom ressort sur la liste des passagers, Sergio d'Anguilcourt. Welcome aboard. Can I see your boarding passes? Certainly. Des rumeurs circulent sur Internet. L'écrasement résulterait d'un complot pour le meurtre de d'Anguilcourt. Sa famille a fait fortune à Cuba avant l'arrivée de Castro au pouvoir. Fervent opposant au régime castriste, les d'Anguilcourt auraient participé à des conspirations pour renverser le gouvernement communiste. This is your copy. All right. Now there's something I want to show you. We can't tell if it's just soot or it's explosive residue. Une bombe laisse des traces chimiques et des marques distinctives sur la tôle froissée. Les experts du FBI sont formés pour les détecter. Les échantillons recueillis seront testés au laboratoire du FBI à Quantico, en Virginie. Quatre jours après la tragédie, les équipes de sauvetage repêchent encore des fragments de l'aile sur le lieu de l'écrasement. So we need everything that looks like it come from the right wing. Can we get some light over here? Overstress. La plupart des dommages constatés découlent de fractures de surcharge, à des endroits où le métal a littéralement été déchiré quand l'aile s'est détachée. Come here. That's the same. Quand le métal subit soudainement une tension jusqu'au point de se rompre, la cassure laisse un rebord rugueux. Il est facile de la distinguer d'une fissure qui se développe peu à peu au fil du temps. Cut this from here to here and get it to Clinton, Washington. On a examiné le longeron d'aile droite et d'autres composantes sur place, dont les locaux de la garde côtière et à l'hydrobase. Mais ce n'était qu'un examen visuel. On ne disposait pas des instruments sophistiqués de nos laboratoires. Ils identifient les pièces à envoyer au laboratoire de Washington, où ils espèrent qu'un examen plus poussé permettra de comprendre ce qui a provoqué la rupture de l'aile. Hey, Clint. Clint, we're sending you as much of the wing as we have your way. Yeah, okay. De son côté, le FBI a terminé ses analyses concernant les explosifs. Oh, yeah? Un attentat à la bombe visant un passager pourrait tout expliquer. Mais les débris ne portent pas la moindre trace de résidus d'explosifs. Okay, so that rules that out. L'hypothèse la plus plausible pour expliquer l'écrasement du vol 101 de Chalks Ocean Airways est désormais la défaillance structurale. Well, that's all that's left. That's tomorrow. C'était devenu évident que l'avion avait subi une défaillance structurale catastrophique. Il fallait maintenant trouver la cause initiale. L'enquêteur veut en apprendre davantage sur la longue histoire de ce Grumman Mallard. Dans n'importe quelle enquête sur un écrasement d'avion, on examine le carnet de maintenance, à plus forte raison quand l'appareil a 60 ans. Il faudra des jours pour revoir le contenu des 28 boîtes de dossiers. On voulait s'assurer de connaître toute l'histoire de cet avion. Y avait-il eu des problèmes récurrents dans la maintenance de l'appareil? Quels travaux avaient été effectués sur des pièces possiblement impliquées dans l'accident? Clint Cruikshanks est un enquêteur spécialisé en structure au NTSB.
Au début d'une enquête, on essaie de garder l'esprit ouvert, en laissant l'épave et les débris nous raconter eux-mêmes ce qui s'est passé. On tenait à examiner l'ensemble des pièces de l'aile droite pour tenter de déterminer si la défaillance était liée à l'usure du temps ou si elle avait plutôt été causée par une surcharge de structure. Comme sur la plupart des avions, les ailes du Mallard sont en alliage d'aluminium. Des longerons forment l'ossature de chacune des ailes sur toute la longueur. Entre les longerons se trouvent des lisses qui fournissent un support supplémentaire. Ensemble, ces pièces forment ce qu'on appelle le caisson de voilure, qui sert également de réservoir de carburant. Et par-dessus toute cette structure se trouve le revêtement, qui donne un profil aérodynamique bien lisse aux ailes. L'ensemble de ces composantes permet aux ailes de supporter la charge de vol. Il s'agit qu'une seule de ces pièces présente problème pour que la capacité de supporter la charge normale de vol s'en trouve compromise. Au fil des ans, le caisson de voilure a été réparé à plusieurs reprises par les mécaniciens de Chalks, notamment les zones endommagées par la corrosion. Ce n'est pas inhabituel pour un vieil avion, surtout un hydravion. Comme leurs pistes se trouvent sur l'eau, leurs charges au décollage et à l'atterrissage sont différentes de celles d'un avion ordinaire, sans oublier l'effet corrosif de l'eau sur les hydravions. Mais en examinant les autres avions de la flotte de la compagnie, les enquêteurs sont surpris de constater que les Mallards sont dans un état lamentable. Corrosion repairs. Corrosion. 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 Corrosion repairs. Lots of them. De gros problèmes de maintenance touchaient non seulement l'avion accidenté, mais la corrosion avait envahi tous les appareils. On a trouvé des preuves de négligence dans l'entretien de l'ensemble de la flotte. Une section de l'aile droite inférieure attire l'attention de Clint Cruikshanks. Il constate la présence d'une plaque de métal qu'on appelle un renfort sur le revêtement de l'aile. Un renfort est une simple feuille de métal qui recouvre le revêtement et permet une meilleure répartition de la charge. C'est un deuxième revêtement qui répare une fissure, exactement comme quand on rapièce un jean. This is a big repair job. You sure we don't have anything on this? C'est une découverte surprenante. Le renfort se trouve précisément à l'endroit où s'est détachée l'aile de l'avion. En examinant de plus près cette section de l'aile, Clint Cruikshanks remarque que les rebords sont lisses et lustrés. Ça ne concorde absolument pas avec les rebords rugueux des autres débris. We gotta see what's under this. Cette fissure n'est pas le résultat d'une surcharge. L'expert soupçonne plutôt qu'elle s'est formée graduellement en raison d'une fatigue du métal. La fatigue du métal se produit quand n'importe quel morceau de métal, que ce soit un longeron d'aile ou autre, est soumise à des phases de compression et de décompression de façon répétitive. Par exemple, quand on plie et déplie un trombone plusieurs fois, il finit par se casser. La fatigue du métal sur les ailes d'un avion survient au fil du temps avec l'accumulation des années de vol. Dans ce cas-ci, chaque fois que l'hydravion s'envolait, l'aile subissait une contrainte, celle de la portance qui permet à un avion de décoller. Et chaque fois qu'il atterrissait, la charge sur la structure de l'aile était allégée. Ça revient encore à l'exemple du trombone qu'on plie et qu'on déplie. Clint Cruikshanks est impatient de voir ce qui se cache sous la plaque de renfort. Okay, let's see what this doubler's hiding. On y trouve une fatigue du métal encore plus importante. De profondes fissures traversent l'aile. L'étendue des dommages est stupéfiante. Une fissure de 40 cm. Man, oh man. En poussant plus loin son examen, Clint Cruikshanks fait une autre découverte troublante.
3 machined holes in the skin forward of the leading edge. All 3 appear to be stop drill holes. Ces trous indiquent que les mécaniciens de Chalks ont tenté d'empêcher les fissures de s'étendre davantage. Des années auparavant, un mécanicien avait remarqué une fissure sur la surface intérieure de l'aile. Il l'a réparée en perçant un trou à l'extrémité de la fissure. Voilà ce qu'on appelle un trou d'arrêt. L'extrémité d'une fissure est pointue. On peut voir à l'œil nu qu'elle se termine en pointe. La fissure a donc tendance à vouloir s'étendre. En perçant un trou à l'extrémité de la fissure, on disperse le stress dans le but d'arrêter la progression de la détérioration. Mais les trous d'arrêt n'ont pas eu l'effet escompté. Ils ont tenté à 3 reprises de réparer ce revêtement par perçage d'arrêt. Les mécaniciens percent davantage de trous, mais la fissure ne cesse de s'étendre. Après l'échec de la 3e tentative, ils ont plutôt essayé de réparer l'aile en fixant des renforts sur les revêtements intérieurs et extérieurs. Mais les renforts n'ont pas eu plus de succès. La fissure sur le revêtement de l'avion a continué de se propager. Les enquêteurs savent maintenant que l'aile droite était déjà endommagée bien avant le jour de l'écrasement. Mais ils ne comprennent toujours pas pourquoi la fissure n'a pas été bien réparée. Les enquêteurs du NTSB découvrent que l'hydravion qui s'est écrasé à Miami Beach présentait des problèmes dont la gravité dépassait largement les fissures sur son revêtement. L'appareil de Chalks avait depuis longtemps un problème récurrent de fuite de carburant, depuis plusieurs années en fait. Selon le carnet de maintenance, des fuites de carburant sur l'aile droite avaient été réparées à maintes reprises, mais le problème revenait sans cesse. Les équipages ont commencé à déceler des fuites de carburant à répétition lors d'opérations courantes. On a prévenu la direction parce que ça nous inquiétait. 2 jours avant la tragédie, le problème s'est reproduit. En faisant l'entretien périodique du Mallard, un mécanicien a remarqué que du carburant s'écoulait de l'aile droite. Ils tentaient toujours de régler le problème en refermant hermétiquement les réservoirs à carburant, mais la fuite revenait de façon récurrente. La procédure pour colmater une fuite consiste à appliquer un enduit d'étanchéité à l'intérieur du réservoir vide. L'enduit prend 1 journée à sécher. L'avion peut ensuite être ravitaillé en carburant et reprendre du service. Ces fuites auraient dû éveiller les soupçons. La fissure sur le revêtement de l'aile n'était que la pointe de l'iceberg. La structure interne de l'aile présentait un problème beaucoup plus dangereux. Les fuites de carburant sur cet avion en particulier révélaient l'existence d'un problème dans la structure de l'aile. En fait, en 1963, le fabricant Grumman a diffusé un bulletin de service pour prévenir les mécaniciens que les fuites de carburant récurrentes étaient signe d'un problème de structure de l'avion. Okay, let's see what we got here. Clint Cruikshanks examine les pièces du réservoir de carburant de l'aile droite. Some kind of sealant. Il se demande pourquoi les fuites de carburant ont persisté malgré les efforts répétés pour les réparer. Okay. Hand me that scraper, please. Thank you. Sa réponse se trouve dissimulée sous les multiples couches de scellant. Bingo. Il trouve des fissures sur une potence essentielle qu'on appelle une lisse à profil en Z. C'est la pièce à laquelle le revêtement est directement rattaché. All right, will you finish cleaning this off and then get some pictures, okay? Thank you. Cruikshanks détient la preuve que les mécaniciens de Chalks ont tenté de réparer la lisse en question. J'ai constaté qu'ils avaient poncé la lisse pour réparer une fissure de fatigue. Par contre, ils n'ont jamais vérifié si leur réparation avait tenu le coup. Ils ont simplement appliqué un scellant chimique sur la section pour empêcher de nouvelles fuites de carburant. Mais ce faisant,
Ils ont consolidé le problème. Les mécaniciens de Chalks ont fait des efforts répétés pour réparer l'avion, notamment en perçant des trous d'arrêt pour freiner les fissures du revêtement et en ajoutant des renforts par-dessus les fissures. Mais ils n'ont jamais réglé la source du problème, la lisse à profil en Z fissurée. Mais la raison pour laquelle ils n'ont pas pu le faire, c'est que la lisse était recouverte de scellants. La lisse défectueuse a affaibli l'aile en entier. Le revêtement de l'avion absorbait les tensions à chacun des décollages et à chacun des atterrissages. Avec le temps, le revêtement a commencé à se fissurer lui aussi. Le dénouement tragique était inévitable. La fissure de fatigue a atteint un seuil critique et l'aile s'est finalement détachée de l'avion. Les enquêteurs concluent qu'une fissure dissimulée dans une composante essentielle de l'aile droite a causé le terrible écrasement du vol 101. Comme Chalks n'a pas su détecter un problème aussi fondamental, les enquêteurs se voient contraints de fouiller la longue histoire de la compagnie aérienne. Chalks Ocean Airways s'était forgé la réputation d'être l'une des compagnies les plus sécuritaires du monde. Malgré l'âge de sa flotte, elle avait un dossier de sécurité exceptionnel qui remontait à près de 90 ans. Le dossier de Chalks était sans tache. La compagnie ne comptait aucune victime au cours de ses nombreuses années d'opération. Chalks était une vieille compagnie, à la réputation bien établie. Mais selon moi, la compétence de la direction et la qualité du travail s'étaient dégradées depuis quelques années. What have you got on the financial state of this company? Les enquêteurs soupçonnent que la réputation de sécurité de la compagnie a souffert en raison de ses difficultés financières. Pour une petite compagnie aérienne, les problèmes d'argent ont des répercussions à plusieurs égards. Les mises à pied sont souvent les premières économies réalisées. Un examen de la situation financière de Chalks révèle des ennuis. Dans les années 80, la compagnie a changé plusieurs fois de main avant de déclarer faillite en 1999. La compagnie aérienne a repris vie grâce à un homme d'affaires de Miami, mais elle ne cessait de perdre de l'argent. À peine quelques mois avant l'écrasement, une dernière tentative pour vendre la compagnie a échoué. Not doing so well. Ce n'était un secret pour personne qu'on avait des ennuis financiers. Les pilotes ont subi des réductions de salaire et les commandants de bord ont fait des concessions. Il y a eu beaucoup de mises à pied. Mais il n'y a pas que le personnel qui a été touché par les compressions budgétaires. Chalks avait du mal à se procurer des pièces de rechange et à faire les réparations nécessaires. La compagnie possédait de nombreux avions qui n'étaient pas en état de voler, mais dont les pièces pouvaient encore servir. Sa mauvaise santé financière et le manque de pièces de rechange ont eu un effet direct sur la sécurité de la compagnie aérienne. Il y a une telle quantité de règlements à respecter et de mesures à prendre pour faire voler un avion qu'il est difficile de bâcler l'entretien sans avoir des conséquences sur la fiabilité. Et si on perd la fiabilité, tout le reste fout le camp. Mais peu importe ses problèmes financiers, Chalks était une compagnie d'aviation commerciale et elle aurait dû être étroitement surveillée par l'autorité fédérale responsable de l'aviation civile. En fait, la FAA a affecté un inspecteur chez Chalks. L'inspecteur de la FAA, qui porte le titre d'inspecteur principal de la maintenance, était responsable de la surveillance du programme de maintenance de Chalks. L'inspecteur était conscient des problèmes récurrents de fuite de carburant de l'avion. Mais étrangement, il a accordé à la compagnie une note parfaite 2 mois avant l'écrasement. What was this guy doing? Les enquêteurs sont perplexes. Ils se demandent pourquoi l'inspecteur de la FAA n'a pas su détecter les avertissements envoyés par l'hydravion de Chalks.
Chalk était un vieux transporteur de renom. Ils se sont peut-être dit, il n'y a que 2 ou 3 avions. C'est une petite compagnie. Ils volent seulement par beau temps. Les gars savent ce qu'ils font. En fait, la FAA n'a pas pris le temps de regarder la forêt derrière les arbres et d'examiner en profondeur le programme de maintenance des appareils de Chalks. La FAA n'a peut-être rien trouvé à redire sur Chalks, mais plusieurs personnes ayant des liens étroits avec la compagnie n'étaient pas du même avis. On a interrogé des pilotes qui avaient démissionné de chez Chalks avant l'accident, et chacun d'entre eux avait quelque chose à nous raconter au sujet de la maintenance des avions. Les pilotes étaient si préoccupés qu'au cours de l'année précédant l'écrasement, plusieurs se sont rencontrés pour discuter du problème. Les commandants de bord de la compagnie ont décidé qu'il valait mieux se rencontrer en groupe pour discuter des problèmes et pour tenter de trouver des solutions. Un des problèmes les plus importants est survenu quand un câble de commande de profondeur s'est rompu en vol. Heureusement, l'équipage a réussi à faire atterrir l'avion grâce à l'alimentation de secours, à différents réglages et en déplaçant des passagers. Mais ça aurait très bien pu tourner à la catastrophe. Je me suis dit que s'il continuait sur cette lancée, quelque chose de grave allait se passer. Le commandant Weber a finalement décidé qu'il en avait assez. J'ai décidé de quitter Chalks parce que j'avais été témoin d'un trop grand nombre d'incidents au cours des derniers mois. Trop de problèmes mécaniques qui me paraissaient graves. J'avais moi-même connu 3 pannes moteurs cette année-là. Et ma femme était enceinte. Je ne faisais plus confiance à la compagnie et à ses avions. J'en avais vu assez. Le rapport du NTSB sur l'écrasement du vol 101 critique sévèrement la FAA, qui n'a pas su détecter les problèmes de maintenance de Chalks, de même que ses ennuis financiers. Si les responsables de la maintenance ou les inspecteurs de la FAA avaient été alertes et avaient dit « Attention, ces avions ont besoin de réparations plus importantes », cet accident ne se serait probablement jamais produit. Le rapport lève également le voile sur une grave lacune dans la réglementation de la FAA au sujet des vieux avions. Elle exigeait des inspections supplémentaires pour les appareils plus anciens, mais cette règle ne s'appliquait pas aux Mallard. La fabrication du Grumman Mallard remonte à 1947 et sa capacité se limitait à 17 passagers. Il ne faisait donc pas partie de la catégorie des avions de transport. Par conséquent, il n'était pas soumis à cette inspection supplémentaire. La FAA a imposé une règle de sécurité concernant les vieux avions, mais les plus vieux de la flotte en étaient dispensés. Le NTSB recommande que la FAA surveille plus étroitement les vieux avions. Selon moi, cet accident a servi de leçon à l'industrie et à la FAA, en leur montrant qu'elle devait toujours regarder le portrait d'ensemble des opérations d'un transporteur aérien. Chalks Ocean Airways a sombré avec l'écrasement du vol 101. Quelques mois après la publication du rapport d'enquête, la compagnie aérienne a cessé ses activités. C'est toute une communauté qui a été ébranlée par la mort des passagers et des employés de la compagnie. Pour tous ceux qui y avaient déjà travaillé et pour tous les passionnés de l'aviation, c'était doublement émouvant de voir la compagnie disparaître en même temps que l'avion.